Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Enfin, un tabou qui se lève. On peut évoquer les abus sexuels sur enfants sans qu'on nous regarde, comme si nous parlions d'un truc exceptionnel qui n'arrive pratiquement jamais. Si je vous raconte ça, c'est bien parce que les premières fois où j'abordais ce thème dans l'émission, on me répondait que ça n'intéressait personne. Et ce n'est pas mon invité Bruno Clavier qui me dira le contraire, parce que oui, il y a eu sans doute et il y a encore ce tabou sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. Pourtant, le nombre de victimes est important et si on leur permettait d'être entendus plus tôt, je suis sûre que les dégâts seraient moindres. Et c'est ce que nous allons faire durant ces 2 heures. On va donner la parole aux victimes qui, grâce à l'écoute de Bruno Clavier, iront peut-être déjà un tout petit peu mieux. Et il me semble essentiel aussi d'évoquer les quelques indices qui peuvent laisser à penser qu'un enfant est victime. C'est important pour les parents qui nous écoutent, mais aussi pour tous ceux qui travaillent en compagnie des enfants. Alors je vous invite de venir nous rejoindre pour poser vos questions ou pour témoigner. Et bien sûr, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Bruno Clavier. Bonjour. Oui, c'est encore un peu un tabou cette question d'inceste et c'est pour ça que je continue régulièrement à faire cette émission sur ce sujet et de préférence avec vous puisque vous connaissez, j'allais dire malheureusement, très bien ce sujet. Je m'occupe beaucoup de ça, oui. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien, vous avez écrit beaucoup de livres, notamment L'inceste ne fait pas de bruit. Et puis aussi ce livre, Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles aux éditions Payot. Et c'était un peu à ce livre que je faisais allusion quand je disais que vous connaissez aussi ce rejet du sujet, comme si... Oui, comme c'est un tabou. Alors heureusement, les choses changent. Et là, il y a eu la fameuse commission, la Civise. Et là, il y a un chiffre qui est maintenant devenu officiel et qui est énorme. Donc là, on peut plus être dans le tabou parce que c'est 160 000 enfants par an. Absolument. Donc c'est beaucoup. C'est 160 000 tous les ans. Ça veut dire que tous les ans. Ça veut dire que dans 10 ans, ils seront 1,6 million concernés, quoi. Si on fait rien. Et oui. Et c'est difficile, c'est difficile parce que ça se passe dans les familles, ça se passe généralement avec des proches. Bon, il y a aussi, ça se passe aussi dans tous les endroits où il y a parce que les pédocriminels évidemment vont aller travailler là où il y a des enfants. C'est ça, mais si on regarde les chiffres notamment de la Civise qui ont fait beaucoup d'enquêtes, l'espace public c'est peu. C'est peu par rapport aux familles. C'est plutôt, je crois, 18%. Enfin, j'ai un peu oublié les chiffres. C'est essentiellement au sein des familles. Et c'est assez fou. C'est pour ça peut-être que ce tabou a longtemps résisté, parce que personne n'a envie d'imaginer que dans sa propre famille, c'est pas glorieux. Il y a quelques personnes qui abusent des enfants. Ça paraît d'ailleurs. Objectivement, ça paraît assez incroyable. Quand on est un adulte normalement formé, ça paraît assez incroyable que l'on puisse avoir envie de tripoter, pour prendre un mot vague, de tripoter un petit garçon ou une petite fille de moins de 10 ans. Enfin. Alors ça paraît incroyable, mais ce ne l'a pas été pendant pas mal de temps. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Voilà, c'est toujours, mais il y a... quelque temps, les choses donc sont en train de changer, mais il y a quelque temps, c'était presque dans certaines familles naturelles. On disait que c'était l'initiation. De toute façon, on n'en parlait pas. Tout est en secret, caché, ça avait lieu, mais on n'en parlait pas. Mmh. Je conseille d'ailleurs, je suppose que vous avez dû le voir, mais je conseille à ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de voir un film qui est vraiment, je trouve, très juste sur ce sujet, c'est le film Festen. Oui, Festen qui est vraiment incroyable. Bien sûr. Moi, je l'ai revu récemment. Oui. Je l'avais vu évidemment à l'époque, mais je l'ai revu récemment et je trouve qu'il a même plus de force aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vraiment le film de la vérité. C'est-à-dire, on dit vraiment toutes les choses. Il y a eu d'autres films depuis, mais on ne dit pas exactement comme on dit dans ce film-là. Ouais, je trouve que c'est un monument. On voit comment dirais-je, on voit la complicité familiale dans ce film. C'est toujours des systèmes familiaux. Il y a pas d'inceste, il n'y a pas d'abus sexuels sur les enfants sans cette espèce d'organisation familiale. Terrible, puisque ça mélange la mauvaise foi, le déni, le manque d'attention, parce que évidemment c'est tout ça en même temps, quoi.
Alors vous qui recevez évidemment beaucoup de patients qui ont été victimes, vous devez entendre un peu la même chose que moi. C'est parfois souvent même la victime qui est rejetée par la famille. C'est ça, et que celle qui parle peut être rejetée, et encore aujourd'hui. Et puis il y a plein de phénomènes comme ça familiaux qui sont assez terribles. Donc c'est une machine à pouvoir affronter, et plus on en parlera comme dans cette émission, plus on se dira ah oui, c'est possible, donc si c'est possible, ça va s'arrêter. Il faut bien comprendre, pour que ça s'arrête, il faut qu'on pense que c'est possible. Mais si on pense que c'est pas possible et que ça a lieu, ça va pas s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Je voulais déjà aujourd'hui tout particulièrement peut-être donner quelques indices à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient comme nous que ça s'arrête, qui permettraient de voir qu'un enfant est peut-être victime d'abus sexuels. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qui fait qu'on repère ? Parce que quand on connaît le chiffre, 160 000 par an, quand on sait que c'est une femme sur 4, un homme sur 6 qui a vécu ça avant ses 15 ans, on imagine bien que dans une classe, il y a forcément, toujours des... Il y en a au moins un par classe. Au moins, forcément. Un par classe, mais bon. Donc qu'est-ce qui permettrait ? Alors c'est la complexité, c'est que c'est jamais évident avec les enfants, et plus ils sont jeunes, moins c'est évident. C'est-à-dire qu'un enfant spontanément ne parle pas de ça quand ça lui est arrivé. Spontanément, c'est rare. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Alors d'abord, parfois parce que les adultes lui ont dit de pas parler, enfin pas parfois, souvent. À partir du moment la peur de parler, donc. Voilà, il faut bien comprendre. On dit à un enfant toute sa vie obéit. Enfin, en gros, un enfant est immergé dans le monde des adultes. Il y a celui de la famille, puis il y a celui de l'école, il y a celui de la cantine, partout des centres de loisirs. On lui dit toujours tu vas obéir aux adultes. Bon, donc à partir du moment où il est là, il peut pas contester. Donc s'il se passe quelque chose, on lui a pas appris à contester ça. Et s'il il se passe quelque chose dont on lui a pas parlé, qu'il ne comprend pas, l'enfant aura tendance à ne rien dire. Ou il va dire de manière indirecte. Heureusement, quelques enfants parlent. C'est la grande complexité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et pareil, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu quelque chose, mais dès qu'il y a un changement de comportement et surtout un retrait. C'est pour ça que je suis plus prudent avec les choses un peu spectaculaires chez les enfants. Souvent, c'est pas spectaculaire. Donc, c'est compliqué puisque, par contre, on va avoir un rétrécissement de l'enfant, un retrait, une mise en solitude, des choses, une tristesse qui commence à s'installer, quelque chose d'étrange. Mais très souvent, les choses ne seront pas dites directement. C'est rare. Et qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut poser la question directement à l'enfant, ou il faut lui demander si tout va bien, C'est-à-dire, il faut surtout pas suggérer, parce que là, on rentre dans des affaires étranges. C'est-à-dire que l'enfant, il faut pas lui suggérer, il faut pas lui dire, on t'a fait... Un adulte aurait fait des choses sexuelles, des choses comme ça. Il faut commencer à lui dire qu'est-ce qui va pas, et il va le dire de façon indirecte. Il faut traduire. Un enfant dira la plupart du temps les choses de façon indirecte. C'est-à-dire ? Je peux donner un exemple. C'est un enfant que je reçois, que j'ai reçu là pendant pas mal de temps, qui est probablement abusé par son grand-père. Et lui, quand il a dénoncé le grand-père, il a pas dit, il a dit j'en avais marre que grand-père veuille toujours qu'on aille faire pipi ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Il n'a pas dit un truc incroyable. Mm-hmm. Or, c'était le début de l'affaire. Donc ça veut dire, il faut faire attention aux détails. Je pense à une autre petite... Cela dit, c'est pas anodin, un enfant qui dit grand-père veut toujours qu'on aille faire pipi ensemble. Oui, mais... remarquez, vous avez raison, nous on imagine bien ce que ça veut dire, mais peut-être que ceux qui nous écoutent... Et puis certaines personnes peuvent se dire, il est bizarre, il était envie qu'il aille faire qu'il aille faire pipi dans l'herbe tous les deux ensemble. C'est un peu bizarre, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Oui, d'accord. C'est là qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que ça sera souvent de façon indirecte. Et il y a je reviendrai peut-être là-dessus dans l'émission, il y a les phénomènes transgénérationnels qui font que des fois des enfants dénoncent des choses qui n'en sont pas arrivées, et ça fait aussi des choses compliquées. Mais qui est arrivé à l'un de leurs parents. Voilà, et souvent qui arrive à leurs parents. Ça rajoute la complexité. C'est tout à fait compliqué. Et des fois, ils vont aussi, alors on a des cas, on a même des faits divers comme ça, dénoncer la mauvaise personne. Encore une autre complexité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dénoncer, mais pas la bonne personne.
Oui, donc on voit bien que c'est compliqué, évidemment, parce que les enfants n'ont pas encore toute la capacité, évidemment, à réagir comme des adultes, hein, forcément. Voilà, c'est pour ça qu'à l'enquête, si on demande à tous les adultes qui ont eu des abus enfants, ils vous diront à peu près que ça s'est passé sous ce mode-là. Ils disaient rien, ils rentraient dans leur chambre, ils étaient tristes, voilà, ils bougeaient plus. Quelque chose qui fait qu'ils bougent plus, ou alors éventuellement ils surbougent, quoi. Ils bougent trop. C'est plus le retrait que j'ai observé, voilà. On vous donne la parole sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous savez que c'est aussi vos témoignages qui font avancer les choses. On se retrouve. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplex, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue clinicien, auteur de L'inceste ne fait pas de bruit aux éditions Payot, et c'est justement pour ça qu'on en parle, parce qu'il faut faire du bruit. Merci Nathalie de témoigner. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Oui, merci de me recevoir à l'antenne. Ben écoutez, merci à vous de continuer à en parler et bravo, parce que vraiment c'est violent, effectivement. Alors mon histoire est très violente, effectivement, parce que ça a été mon grand-père paternel à 3 ans. Ça a été mon papa à l'âge de 11-12 ans, et ça a été mon grand frère à l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans que j'ose me marier. Enfin, je me suis mariée pour partir de chez moi, en fait. Donc j'avais 4 grands frères et j'ai été l'objet sexuel de la famille, quoi. Voilà. Ce que malheureusement on repère souvent, hein, Nathalie. Je crois que comme s'il y avait une sorte de marque invisible évidemment sur la victime, et chacun se permet de réutiliser C'est-à-dire, si je me permets, j'ai un peu développé ce sujet. J'ai appelé ça le triptyque. Vous voyez, vous êtes un peu dedans. J'ai appelé ça le triptyque. C'est un abus très précoce, 3 ans, 4, 5 ans. Ensuite, un autre abus, oui, c'est ça, 11, 12, 13 ans, et puis, ou après 15, 16 ans. Et souvent, pour beaucoup de femmes, ça se termine par un viol vers 18, 19, 20 ans. Et moi, j'explique ça beaucoup par le premier abus. C'est lui qui a... il y a quelqu'un qui s'appelle Muriel Salmona qui travaille beaucoup là-dessus, qui a parlé de formatage, et c'est un formatage, c'est-à-dire que l'enfant est initié. En gros, vous avez été malheureusement initié par un grand-père paternel, puis après tout le monde a suivi, quoi. Alors mon grand-père a été très très vite. Je me suis protégée quand même toute seule, mais mon grand-père a essayé à plusieurs reprises, donc je faisais en sorte. Mais il se masturbait, il ouvrait la porte, il était en train de se masturber, il me disait regarde. Ou alors quand j'allais aux toilettes, parce que rien ne fermait à clé chez mes parents, il n'y avait aucune intimité. Donc je baissais mon pantalon, c'était montre-moi tes poils qui poussent après. Mais bon, il essayait de m'agresser régulièrement. Mais je m'excuse, hein, c'est une agression en soi. Hein. Ça c'est important. Oui, non, mais qu'il ait essayé, c'est déjà une agression, et c'est déjà un traumatisme. Non, mais c'est très violent même. On peut même penser qu'il n'a pas été clair avec votre père, ce qui fait que votre père après prend la suite, quoi. Ouais, mon papa prend la suite, mais mon papa était pas clair de toute façon. Hein. Mon papa était pas clair de toute façon, voilà. Et après, je pense qu'il a fait des projections sur mes frères, quoi. Alors, il y a que mon frère aîné qui m'a vraiment abusé. Le deuxième de mes frères disait toujours oh putain, t'es une belle gonzesse, ma sœur. Et si t'étais pas ma sœur, je te baiserais. Voilà. Mon frère, le troisième, lui, à plusieurs reprises, a voulu que je le masturbe. Et le quatrième, il me disait putain ma soeur, mais t'es une véritable plémette. Donc ils avaient des regards très salaces. Mais c'est là où on voit en effet, je vais vous poser la question, et votre mère dans tout ça, mais c'est là où on voit qu'il y a un dérèglement familial. Hein. On parle pas comme ça à sa sœur. Hein. Et donc si tous les frères parlent comme ça, c'est qu'il y a pas eu dans la famille, de la part des parents, des grands-parents, un respect de la pudeur de chacun. Aucun respect de rien. Dans des cas de famille comme ça, pour avoir travaillé avec beaucoup de familles, il est même fréquent que le grand-père ait abusé tout le monde. C'est un peu la clé, souvent c'est le dénominateur commun. Peut-être. Et il initie tout le monde, alors après tout le monde reproduit, parce que on croit, c'est pas spontané, un enfant ne naît pas pour être abuseur, hein. Il faut qu'on lui ait appris quelque chose. Mais sans imaginer qu'il ait forcément abusé tout le monde, il a forcément eu un comportement qui n'est pas correct avec tout le monde, votre grand-père. Alors, ma jeune sœur dit que non.
Mais peut-être qu'il s'est aussi baladé à poil devant elle, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais à poil. Mais mon père, oui. Mon père le faisait. Puis mes parents adoraient être nus sur la plage. Donc mon père, ça le dérangeait pas de se balader. Ça, encore nus sur la plage, on n'est pas dans... Ça existe. Ça va. Mais à la maison, non, ils n'avaient aucune pudeur. Oui, mes parents se baladaient nus. Mon père rentrait dans la salle de bain. Moi, systématiquement, quand j'avais 10, 11 ans, là, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais nue, j'étais en train de me laver, quoi. Évidemment. Et mon père arrivait, quoi. La bite à l'air, franchement, c'était absolument, pour moi, ça m'agressait, quoi. Et mon père était là, il me disait dépêche-toi, allez, lave-toi. Mais c'était toujours quand j'étais en train de me laver, le petit minou, comme par quoi. Hasard, oui. Comme par hasard, quoi. Oui. J'avais l'impression d'avoir affaire à un chien, quoi, qui venait... Et vous savez, c'est une catégorie pénale, hein. C'est une catégorie pénale. C'est voyeurisme, exhibitionnisme, c'est... Ah oui, mais complètement. C'est pénal. Non, mais ça m'a agressé, vraiment, c'était de l'agression pour moi. Et votre mère, justement, quelle était son attitude vis-à-vis? Ma mère, elle avait 10 gosses, on est 10 enfants, elle avait la tête dans le guidon, elle se préoccupait pas de ça. Moi, j'étais son souffle-douleur, j'étais l'aînée des filles, donc j'étais la bonne de la maison. Voilà. Donc, j'avais droit à rien dire. Mes parents me terrorisaient. J'étais terrorisée. J'ai vécu dans la terreur et l'angoisse permanente, moi. Ils m'ont volé l'enfance et l'adolescence, ouais, vraiment. Mais en tout cas, Nathalie, je sais pas comment vous... Ben oui, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'on l'entend dans votre voix, on l'entend... Je suis fière de moi, Vous pouvez... bravo à vous. Et merci pour de vos témoignages, parce qu'on a besoin de ça. Oui, je tiens... Oui, ça me... Ouais, c'est vrai que... Parce que c'est un gros travail, et j'ai 60 ans aujourd'hui, je vais tout juste bien. Hein. Et puis j'imagine qu'il n'y a pas eu... J'imagine qu'il n'y a pas eu... Excusez-moi, je vais vous couper, mais il n'y a pas eu d'acte de justice dans tout ça. Non, j'ai pas voulu. Non, voilà, j'ai pas osé. J'étais déjà rejetée par la famille. Alors plus personne ne me parlait, mais c'est pas grave. J'ai retrouvé l'amour dans le cœur de ma maman. Je me suis réconciliée avec ma mère. Je lui ai pas parlé pendant 4 ou 5 ans, mais j'ai fait un gros travail derrière. Voilà, qui m'a enlevé toute la colère. Et aujourd'hui, je ne partage que de l'amour avec ma maman, et elle me reconnaît en tant que victime. Que jusque-là, c'est pas le cas. Donc ça a pensé une blessure dans mon cœur, mais énorme. Oui, puis vous avez l'air de bien vous aimer et de vous respecter, Nathalie. C'est ça surtout que j'admire chez vous, parce que c'est difficile de s'aimer et se respecter quand on n'a pas été aimé et respecté dans son enfance. Hein. Ouais. Ah, aujourd'hui, non, mais là, personne. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où non. Alors là, il n'y a rien qui va me déstabiliser. C'est voilà, on va pas me marcher. Enfin, je ne peux pas. Voilà, le travail que j'ai fait, je peux pas. Je dis toujours aux gens, si vous n'êtes pas content, vous passez votre route, vous me laissez tranquille. Peu importe. Mais pour moi, c'est comme ça. Voilà. Ça montre bien, Nathalie, qu'on peut s'en sortir à condition évidemment de s'en donner les moyens. C'est ça votre témoignage. Ça, on démarre, si je puis dire, avec quand même un message positif. Et quand vous dites le travail que j'ai fait, vous voulez dire quoi? Alors moi j'ai beaucoup travaillé, ma dernière thérapeute, c'est celle qui m'a vraiment aidée. J'ai fait de la kinésiologie avec elle. Très bien. Mais elle a aussi étudié la médecine tibétaine. Donc c'est quelqu'un qui, vous savez, moi je crois à... J'ai une perception, je suis médium, si vous voulez, à travers mes mains, j'apaise beaucoup de gens à travers mes mains, si vous voulez. Donc j'aide aussi l'autre aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, Nathalie, on en parlait avec Bruno Clavier un soir, je me souviens, et on était assez d'accord là-dessus. Beaucoup de personnes qui enfants ont subi de la violence, que ce soit sexuelle ou pas, ont une capacité médiumnique supérieure. Comme si se relier aux étoiles permet de tenir debout. Avec le travail que vous faites, finalement, on élève le niveau de conscience. On va au-delà de ce qui s'est passé sur cette terre. Si on s'en sort, oui. Si on s'en sort, on est c'est comme ça que l'enfant survit aussi. Hein. Il sort, on observe qu'il sort de son corps même. Il peut sortir du corps. Et puis, je pense, vous, comme beaucoup d'autres, ils se disent souvent que ce monde des adultes est complètement fou. Donc, ils essayent d'élever le débat. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, je retrouve ma véritable intériorité, ma véritable lumière, et je trouve ça tellement fabuleux de faire ce travail, malgré tout, de se libérer de ça, et on peut s'en sortir, oui, effectivement. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Nathalie. Merci de ce beau témoignage. On va continuer, bien sûr, dans un instant, avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. N'hésitez pas à prendre la parole. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue clinicien, on peut le dire, spécialiste de l'inceste et des abus sexuels durant l'enfance. Vous acceptez cette spécialité? Malheureusement. Non, pas malheureusement. Heureusement peut-être. Heureusement, parce qu'il faut. C'est pas si simple, encore une fois, pour tous les thérapeutes d'aborder ce sujet. Oui, d'autant que honnêtement, c'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est pas dans les formations. C'est pas à la fac que j'ai appris à travailler ça. On est bien d'accord. Donc c'est heureusement que vous êtes là, et je suppose que vous aidez certains thérapeutes à. Oui, j'essaye de plus en plus de former, parce que c'est très spécial, l'inceste et les violences sexuelles. Et puis j'en ai parlé dans un livre. Comme il y a eu une sorte de déni. On va dire à partir de la théorie freudienne du fantasme, il y a eu un déni des violences sexuelles pendant un siècle, donc on a du chemin à rattraper, quoi. Et on sait ce qu'on fait. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Donc vous, c'est votre beau-père qui a abusé de vous? C'est ça. Donc de moi et de mes 2 sœurs également. Donc voilà, c'est votre mère qui se remarie, ou en tout cas qui vit avec cet homme, c'est ça? C'est ça, oui. C'est mon beau-père. Et vous aviez quel âge quand il a commencé à abuser de vous? Alors, à peu près, oui, parce que c'est un peu flou en fait. Je pense que ça devait être à l'âge entre 10 et 11 ans. Voilà. Donc, vous avez plus précisément, vous avez quel âge quand votre mère se met avec cet homme? J'étais petite, je devais avoir 5 ans. D'accord. Parce que, excusez-moi, mais je pense que vous pensez la même chose que moi, Bruno Clavier. Oui. C'est-à-dire que il est possible que, c'est pour ça que vous dites que c'est flou, il a peut-être commencé avant. Alors, je pense à ce moment-là, à 11 ans, contrairement à certaines personnes qui témoignent, etc., j'avais quand même l'esprit bien clair, me semble-t-il. Ah bon? Oui, comme vous avez dit que c'est flou, comme vous dites que c'est flou, c'est juste ça. Au niveau du commencement, oui, au niveau du commencement des choses, oui. Ok. Voilà, et donc pour le coup, j'ai subi pendant un moment, parce que je pense que, dans mes souvenirs, je comprenais pas bien ce qui se passait. Bien sûr. Et j'avais l'impression de culpabiliser par rapport à cette approche qui pour moi n'était pas naturelle. Et je l'ai senti tout de suite. Justement, c'est important ce que vous dites, Céline. On sait que très souvent l'enfant culpabilise, mais vous vous sentiez coupable de quoi exactement? Est-ce que vous pourriez plus clairement, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour que ceux qui nous écoutent comprennent. En quoi vous étiez coupable dans votre petite tête de petite fille de 11 ans? Alors, parce qu'on a le sentiment quand même que c'est quelque chose de pas naturel et de pas bien. De pas bien, oui. Comme je disais, voilà. Et en même temps, on se dit que si on répète ces choses, notamment à ma mère, puisque voilà, c'était elle qui était concernée du coup, on a l'impression qu'on va faire voler en éclats. Et moi, j'étais jeune, mais j'avais déjà, je me disais, alors est-ce que c'est parce qu'elle s'était remariée, j'avais été placée chez ma grand-mère, etc. Et on se dit que la famille, qu'ils vont se séparer, qu'on va être responsable de la séparation de ses parents, de la famille qui vole en éclats. Bien sûr. Alors avec ces mots d'enfant, bien sûr. Que j'explique là, voilà. Et est-ce que vous aviez un tout petit peu le sentiment aussi de peut-être de prendre cet homme à votre mère? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, ok. Non, pas du tout. C'était juste pour protéger. Franchement, du dégoût. Ah oui, non, mais franchement, du dégoût et. Je me souviens de lui avoir dit, parce que ça s'arrêtait pas et j'avais des peurs. Je ne me comportais plus de la même manière que je me comportais auparavant. Ce qui était étonnant, c'est que j'avais l'impression que ma mère ne le voyait pas. Oui, malheureusement. Mais parce que j'étais jeune à ce moment-là. Et pourquoi vous dites j'avais l'impression? Vous pensez qu'elle le voyait aujourd'hui? Avec le recul, oui. Oui. Quand je suis à l'âge adulte, surtout s'il y avait vos sœurs, ça fait beaucoup, quoi. Oui. C'était des petites sœurs ou des grandes sœurs?
C'était des petites sœurs. Alors Des j'en petites avais une qui a 4 ans d'écart avec moi. D'accord. Et donc la petite dernière qui a encore 4 ans avec la deuxième, donc ça fait 8 ans d'écart. On a 8 ans d'écart avec la plus jeune et 4 ans d'écart avec celle du milieu. D'accord. Oui, donc quand elle se met avec cette ordure, on va l'appeler comme ça, Oui. votre dernière petite sœur avait à peine 3 ans, quoi. Eh ben non, parce que c'était sa propre fille. Ah oui, c'était d'accord. sa propre fille qui l'abuse Ah aussi. Oui, Ah, D'accord. tout à fait. Mhm. Et il y a eu une dénonciation ou pas? Alors, il n'y a pas eu de dénonciation, comment je dirais, mis sur la table comme ça, puisque moi, à mes 18 ans, j'ai quitté la maison très rapidement. Puisque en plus d'avoir été élevé dans ces conditions, il y avait beaucoup de brutalité et de violence au niveau de l'éducation. Voilà, donc c'était un tout, je vais dire. Et quand je suis partie, il s'est passé plusieurs années et en fait, on faisait comme si rien n'était. On se réunissait à Noël. Moi, entre-temps, j'ai fait ma vie de femme, etc. J'ai toujours eu le sentiment que ça n'avait pas eu de répercussions sur ma vie de femme. Et il y a un moment donné, j'ai attendu quand même 40 ans, je me souviens. J'ai attendu 40 ans et comme rien n'était bien, tout ce que je faisais pour ma mère, c'était jamais bien. Et quoi que je fasse, ce n'était jamais bien. Que ce soit l'éducation de mes enfants, que ce soit je venais chez elle pour un petit peu discuter, boire le café, etc. Donc forcément, rien n'était bien à ses yeux. Mes compagnons n'étaient pas bien, aucun n'était bien, tout était négatif. Ouais. Et il y a un moment donné, à 40 ans, je me suis raisonnée moi-même et je me suis dit, finalement, quoi que tu fasses, tu recherches je ne sais quelle reconnaissance de je ne sais quoi d'ailleurs. Voilà, auprès d'elle. Et je me souviens, un matin, je l'ai appelée et on a eu une forte discussion. Elle a été encore dans le déni et je lui ai dit, mais je suis sûre et certaine que tu étais au courant de ça, tu as laissé faire. Parce que je me suis rendu compte, ça pouvait pas être autrement. Elle était au courant. Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait eu des choses, il y a eu un chantage qui s'exerçait entre deux. C'était assez, maintenant quand j'y pense, c'était assez glauque, quoi, on va dire. Je pense, Céline, vous me dites si je me trompe, il y a des femmes qui sont d'une certaine manière prédatrices, puisqu'elles permettent à leurs compagnons d'utiliser leurs enfants. Oui, mais je pense que pour elle, c'était avec le recul dans ma vie de femme et maintenant, la connaissant bien, ouais. Petit à petit, on connaît bien ses parents quand on évolue en tant qu'adulte et quand on a des enfants. Et je pense qu'elle avait trouvé cette solution finalement pour être tranquille C'est ça, oui. Pour être tranquille et être, à l'abri entre guillemets du besoin et ne pas forcément aller travailler, etc. Et dans sa petite tête, je pense qu'elle se disait qu'en tant que femme, avec à l'époque, donc elle avait déjà 3 enfants, puisqu'en tout elle en a eu 5. Elle a jamais travaillé. Et je pense que dans sa petite tête, elle s'était dit que c'était une façon de confortable, oui, de rester avec lui et puis on voit rien du tout et voilà, mais au dépend de ses propres enfants. Et moi, quand je suis devenue adulte, ça je ne l'ai pas supporté. Oui, donc j'en ai parlé à ma sœur qui avait 4 ans d'écart et qui avait subi la même chose. Et là pareil, j'ai eu affaire à un mur et elle m'a simplement dit, oui mais non, mais écoute, ne remets pas le passé, c'est vieux, c'est loin. Mais vous savez, Céline, je vous félicite parce que c'est courageux d'accepter de reconnaître à quel point sa mère est un personnage toxique. Et peut-être que pour votre sœur, c'est pas possible, elle se serait effondrée. Parce que ça veut dire que vous avez coupé les ponts avec une mère et c'est quelque chose de très difficile pour quelqu'un.
par la suite, mais j'ai mis du temps quand même. J'ai attendu 40 ans quand même. Certes, mais vous avez pu le faire. Et, Oui, et oui. c'est ça qui vous a libéré aussi, malgré tout. Et elle est restée Oui. avec cet homme-là? Mais non, puisqu'entre temps il est décédé, Ah, donc c'est là ça. aussi, moi, j'ai refusé d'aller À son à enterrement. ses obsèques. Ouais, Bah bien. oui, forcément. Donc j'ai été la seule sur la fratrie de 5 à refuser d'y aller. Et Ah oui. est-ce que vous êtes la seule à aller plutôt bien par rapport aux autres ou pas? Vous diriez Je ça? ne sais pas. Vous savez pas? Je dirais que oui, je dirais par rapport à ma petite, enfin à ma moyenne sœur qui elle a recherché également le confort et je vais dire pas qu'elle s'adonne, je vais dire à l'alcoolisme, mais bon, c'est l'apéro régulier, tout ça, donc je veux dire c'est une façon, voilà. Et ma plus petite sœur, donc alors. Je veux dire, elle a changé de religion. Enfin, avec ses enfants, elle s'est pas occupée de ses propres enfants. Oui, on voit D'ailleurs, bien. Elles sont toutes les deux à la dérive, tandis que vous, malgré tout, vous avez réussi à tenir debout. On pourrait dire ça. Alors moi, j'ai tenu debout parce que je me dis, finalement, je me suis jamais adonnée aux drogues variées et diverses. Par contre, quand je dis oui, ma vie de femme, etc., je pense, j'ai parfois eu quelques difficultés à, même si j'ai des enfants moi-même et maintenant des petits-enfants, mais je pense que j'ai eu du mal à stabiliser dans une vie de couple, en fait. Ah oui. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui, puisque bon, j'ai bien au-delà de 40 ans maintenant. Et je me dis que quelque part, oui, peut-être ça a joué comme tout le monde. Je fais une généralité, c'est pas bien, mais d'avoir une vie stable avec ses enfants, ses petits-enfants, être marié. C'est plus compliqué de faire confiance quand on a été comme ça abusé. C'est-à-dire Oui. que c'est Oui. une règle avec les traumatismes. C'est pour ça que c'est très compliqué de dire faut laisser ça derrière, parce que le traumatisme, il est là tout le temps. On dit que le traumatisme est toujours au présent. On dit que c'est un passé qui est toujours présent. C'est ça. Et donc votre traumatisme, il est là. Et puis je dirais même souvent avec l'âge, il revient encore plus fort. Donc c'est pour ça que moi j'encourage à s'en occuper, quand c'est possible, de s'occuper de tout ça, puisque ça vient nous rechercher. C'est là tout le temps. Je pense que vous avez bien compris que c'était là presque tout le temps après. Oui, Bruno, vous avez totalement raison, puisque avec mon dernier compagnon, avec qui j'étais parfaitement heureuse, les derniers temps, bon, il y a eu la ménopause qui est arrivée, et à ce moment-là, je n'ai pas compris. Ça a basculé dans quelque chose où même je refusais quasiment les rapports sexuels en ayant une peur. Il n'a pas compris, en fait. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que on s'est séparés d'ailleurs. C'est ça qui est compliqué, parce qu'en plus, si vous voulez, on met des défenses quand vous avez été abusé enfant comme ça. On met des défenses, et puis les défenses elles tiennent, mais quand on vieillit, les défenses tiennent moins. Alors tout d'un coup, le souvenir revient. C'est pas des souvenirs, j'appelle ça des mémoires. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui reviennent et qui viennent toquer à la porte, et puis l'entourage ne comprend pas. C'est ça. Il m'avait écrit un petit mot, je me souviens, en me disant mais qu'est-ce qui nous arrive, que se passe-t-il? Il ne comprenait plus, parce que dès qu'il s'approchait, j'étais tendue. Est-ce que vous lui en aviez parlé de ce qui vous était arrivé? Oui. C'est ça, les hommes ont du mal à comprendre ça. Ça, c'est sûr que dès qu'il y a des retours de mémoire chez leurs compagnes, comme ça, leurs femmes, ils ont du mal. Eux, ils sont là, mais je comprends pas. Viens, on va faire l'amour et tout. Mais non, ça marche plus comme ça. Ils ont du mal à comprendre. C'est vrai. Bon, en tout cas, vous avez été un petit peu rattrapé, si je puis dire, par le passé, et c'est peut-être bien que vous compreniez, et que peut-être il y a encore un petit travail à faire pour éviter que vous puissiez être à nouveau en difficulté avec le prochain. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais c'est normal, Céline. C'est normal. L'important, c'est que vous avez réussi, vous, à tenir debout. Et quand on voit bien, les deux autres, les pauvres, elles sont dans des fuites
dans des addictions, dans l'alcool, dans tout ce qui permet d'échapper à la réalité, mais au moins vous êtes lucide. Oui, tant mieux. Hein. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Soyez fiers de vous parce que. Puis j'aurais un petit conseil à vous donner, parler quand même, hein, même dans la famille, même si c'est pas glorieux, comme je disais tout à l'heure. Vous avez des enfants, des petits-enfants, pour que ça se reproduise pas, faut en parler. Eh bien, disons que mes enfants sont au courant. Très bien. Donc ils l'ont su un peu grand, puisque voilà. Toujours, on attend quand même que voilà. Et mes petites filles, on n'en parle pas, mais par contre, je les mets toujours en garde. Je dis, tu sais, il faut suivre personne, hein, même si on me propose. Oui, mais la petite, elle a 8 ans, 9 ans, mais justement, toujours, je dis, tu sais, si on veut te chercher, on va t'amener des choses, des bonbons, des choses que tu aimes. Vous savez, attention Céline, hein, aujourd'hui ça se passe plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça. Donc je crois que c'est bien de lui, à un moment donné, de lui dire, avec vos mots à vous, puisque c'est une enfant de 8 ans, hein, mais peut-être que c'est bien quand même. Ouais, parce qu'en plus, si vous voulez, quand on parle comme ça, on a oublié ça. On oublie ça parce que là, on parle souvent d'inceste, et là, c'est de l'inceste. Et pour protéger de l'inceste, il faut bien dire aux enfants que ça existe dans la famille. Parce que on dit toujours, méfiez-vous dehors, mais c'est pas dehors. Là, il faut se méfier aussi dedans. Alors c'est compliqué à dire, mais il faut dire, faut faire attention à tout. Je la pense un peu petite encore, à 9 ans. Oh, vous savez, 9 ans, c'est l'âge du CM1 à peu près. C'est là où moi je préconiserais vraiment, là, et encore c'est un peu trop tard, de l'éducation sexuelle et de la prévention à ça. Je pense que, vous savez, le problème, même les chiffres disent qu'un enfant de 9 ans a eu probablement déjà accès aux films pornographiques, par exemple, choses comme ça. Donc ils ont accès à des informations, ils sont plus avertis qu'on croit. Bon, en tout cas, vous voyez comment vous le sentez, mais je pense que le conseil de Bruno Clavier est important. Et merci beaucoup de votre témoignage, Céline. Merci Bruno. Merci à vous. Une petite pause, on continue évidemment à écouter vos témoignages parce que c'est ça qui permet à tous ceux qui nous écoutent de mieux comprendre. 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, on parle des abus sur mineurs et on va donner la parole à William aujourd'hui. Je crois, William, que vous témoignez au sujet de votre fille, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors racontez-nous. Oui, tout à fait. Je suis passé à l'antenne il y a quelques temps justement pour ça. Ma fille s'est fait attoucher en fait par son cousin 2 nuits de suite. Elle avait quel âge lors des faits? Elle avait 13 ans. 13 ans, oui. 13 ans, le petit en a 14, entre 14 et 15 ans. Elle n'en a pas parlé tout de suite. En fait, le premier soir, elle pensait qu'elle avait rêvé. Elle pensait pas une seconde que c'était réel. Et puis, en fait, quand ça s'est passé la deuxième fois, elle s'est dit, bah mince, en fait, si, c'est réel. Donc, elle en a parlé le lendemain. Elle est rentrée chez moi. Elle nous en a pas parlé, mais on l'a trouvée très distante. C'est pas du tout son cas en temps normal. Et donc, elle en a parlé à des amis peut-être une semaine après. Ses amis lui ont dit, mais il faut absolument que t'en parles à ton papa, à ta maman, et tu peux pas rester comme ça sans rien faire. Et en fait, elle se voudrait, quoi. Un jour, elle m'en a parlé, mais ça a été très rapide hein, après les faits. Et parce que c'est quelqu'un qui dit les choses, qui garde rien pour elle. Donc voilà, elle nous en a parlé, on a déposé plainte. Et récemment, j'ai eu la gendarmerie qui m'a appelé et que l'affaire était classée sans suite parce que le magistrat estimait que comme il n'y a pas eu de pénétration, bah c'est pas très grave, donc on laisse. Alors, évidemment, hein, c'est un traumatisme, on va pas minimiser, mais en même temps, c'est vrai que ça n'a rien à voir dans le sens où c'est. On va dire 2 ados, 13, 14 ans, alors il a abusé d'elle, hein, je suis pas du tout en train de comprenez bien ce que je dis, hein, William. Mais c'est déjà, enfin c'est beaucoup moins grave évidemment que ce qu'on vient d'entendre.
Mais en attendant, ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, elle a pu en parler à ses parents, et on considère que c'est pas normal. Je suis sûre qu'il y a 20 ans, on aurait dit c'est des ados qui jouent au docteur ou des choses comme qui jouent au docteur. Donc là, je trouve que votre témoignage quelque part montre quand même qu'on avance, parce que je suis désolée, cette jeune fille de 13 ans, elle n'avait pas envie qu'on la tripote pendant son sommeil ou quand elle était à moitié endormie, et c'est pas normal qu'on laisse les choses comme si c'était pas grave, quoi. Non, ouais. Ce que je trouve dommage, excusez-moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait même pas eu un suivi psychologique du gosse en question, et ça, je trouve ça lamentable, parce que si dans l'absolu, ce gamin a vraiment un problème, il faut qu'il se fasse suivre. Mais c'est indispensable, je suis bien d'accord. Mais normalement, le problème, là, normalement, ce qui est un peu anormal, c'est que comme ce sont 2 mineurs, il y a quand même à ce moment-là des procédures pour mettre de la loi. C'est-à-dire, normalement, on doit les confronter, des choses comme ça, et je ne comprends pas que ça n'ait pas eu lieu. Voilà, moi j'ai une famille qui est pour la majeure partie gendarme, et ils m'ont tous dit mais c'est inadmissible, pourquoi ils n'ont pas été confrontés, oui, quand même. Pourquoi ta fille est allée voir un psychologue et pourquoi lui n'y est pas allé. J'ai vraiment halluciné. On a mis 4 mois, ils ont mis 4 mois pour entreprendre le gamin. Ils lui ont fait une audition qui a duré 1 heure. Moi, ça m'a fait halluciner. Et le magistrat, alors soit ils avaient trop de boulot, soit la justice est laxiste, je sais pas. Mais en attendant, il y a rien eu de tout ça, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit, alors lui le cousin a nié en bloc. Ah, il a nié en bloc, d'accord. Oui, donc c'est d'autant plus embêtant qu'il n'ait pas un suivi, parce que s'il a nié en bloc, ça veut dire qu'il assume pas sa responsabilité. S'il avait demandé pardon encore. C'est-à-dire que il me semble, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Moi, je pense que déjà la première des choses, c'est qu'il faut que la loi, il faut lui signifier la loi à ce garçon, puisqu'il nie, il faudrait que lui signifier la loi. Alors. Ok, le magistrat dit on peut pas faire de condamnation, choses comme ça, mais normalement il y a des procédures pour qu'il soit confronté quand même, et même à sa victime, de façon à ce que la loi lui soit signifiée, puis ensuite évidemment la psy. Mais c'est d'abord la loi. Parce que sinon, il n'a pas de raison de recommencer. Il va recommencer, ou plus tard, il va violer une fille. C'est exactement ce que les gendarmes m'ont dit, et ce que j'ai pu aussi, parce qu'on a beaucoup parlé avec les gendarmes, parce qu'ils étaient complètement outrés de ce qu'avait dit le magistrat. J'ai dit, moi j'espère qu'une chose, c'est que dans 10 ans ou dans 15 ans, on nous appelle pas pour nous dire, effectivement, en fait, on aurait peut-être dû faire quelque chose parce que ce gamin a récidivé. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils sont dans le déni aussi? Alors, son père, pas du tout. Son père est pas dans le déni. Il met vraiment les choses entre parenthèses. Il fait la part des choses et il se dit, il n'exclut pas le fait que son petit ait fait ça. Et sa mère est, comme toute maman protectrice, elle protège son fils. Mais c'est une grave. Il faudrait lui dire que c'est une grave erreur, parce que protéger son fils là, c'est lui permettre plus tard d'être réellement. Bien sûr. Donc c'est pas une bonne attitude. Enfin, je veux dire, une bonne. Je vais pas juger ton attitude, mais c'est vrai que moi, quand moi je me permets de juger parce que j'ai mis en cause déjà ma fille. Je l'ai prise, je lui ai dit, je veux savoir la vérité, et même si tu mens, je veux que tu me le dis. Dis-le-moi, Inès. Je veux pas je veux pas que, parce que ça peut prendre des proportions énormes. Et si t'as dit ça parce que t'as pensé que, et j'ai bien vu que ma fille ne mentait pas, parce qu'elle était pas bien, elle était mal à l'aise. Elle a commencé à me dire, mais papa, tu me crois pas. Mais j'ai voulu quand même prêcher le faux pour savoir le vrai. Et quand j'ai vu que ma fille disait la vérité, du moins elle me paraissait crédible, j'ai dit il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on porte plainte, quoi. Vous avez au moins fait quelque chose. Vous avez au moins fait quelque chose, c'est-à-dire que la loi a été signifiée au moins. Je sais pas si le cousin l'a entendu, mais au moins votre fille a entendu que ses parents ont fait quelque chose du côté de la loi, donc elle est protégée. Oui. C'est ça qui est important. Bien sûr. J'ai essayé d'être très présent pour elle, et je le suis toujours, d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas facile. Mais quand vous dites qu'il est dans le déni, ça veut dire il dit qu'il s'est rien passé, ou il dit que votre fille était consentante? Ah non, il dit qu'il s'est rien passé. Oui, donc on voit bien qu'elle dormait. D'accord. Donc il est vraiment dans le déni, donc
Donc c'est beaucoup plus grave. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus grave encore. D'autant qu'il l'a fait pendant le sommeil, alors. Il l'a fait à moitié dans le sommeil, c'est ça. Il attendait qu'elle dorme, il regardait, il se levait, de la déposition de ma fille, je l'ai encore sous les yeux, il se levait pour voir si elle dormait, dès qu'elle bougeait, il arrêtait. Il s'est masturbé à côté d'elle, et de ce fait, il a dit, mais non, mais j'ai de l'érythème sur le côté, je me gratte, voilà, il a essayé de... On est dans la perversion, William. C'est d'utiliser votre fille comme un objet et non pas la respecter comme un sujet. Donc c'est quand même très embêtant. Merci de votre témoignage et bravo. Au moins vous avez été un père responsable. Oui. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite après les infos et on continue à écouter vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer durant cette deuxième heure à lever ce tabou de l'inceste parce qu'il y a que comme ça qu'on va avancer. Évidemment, on doit punir les abuseurs, les pédocriminels, etc. Mais je pense que si on veut que la société se libère, il faut en parler. Il faut que tout le monde prenne conscience que ça existe. Et c'est évidemment grâce à des témoignages comme on a eu dans la première heure et qu'on va avoir dans la deuxième heure, Bruno Clavier, que les choses avancent. Vous êtes psychanalyste, psychologue, clinicien, voilà. Oui, je m'occupe beaucoup de ces affaires-là, quoi. Voilà. Et donc je pense vraiment que c'est la parole. Sinon, tout ça c'est toujours caché, secret, enfoui, et ça continue. Donc il faut parler. Et on a aussi les hommes qui connaissent ce genre d'abus et c'est important que vous aussi vous témoigniez. C'est ce que fait Henri et je vous remercie Henri de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors moi ça me concerne personnellement, mais ça concerne aussi mes enfants et au moins un de mes petits-enfants. Je vous signale que j'ai été au rapport de la Civise, au studio sur la carte de la maison de la radio, il y avait 960 femmes et moins de 40 hommes. À la fin, j'ai fait remarquer au juge Bertrand que j'ai été voir. Durand, excusez-moi, le juge Durand, vous voulez dire Durand, oui, pardon. Oui. Que j'ai été voir, que je lui ai fait observer qu'il y avait dans son comité, il y avait 75% de femmes et 25% d'hommes. Je les ai comptés. Et il m'a dit oui, et il m'a dit je vais vous recevoir. Il m'a dit envoyez-moi un mail. Je lui en ai envoyé 3, il n'a jamais reçu. Mais par contre, j'ai rencontré Martine Lys, qui est la grande spécialiste à la clinique des Buttes-Chaumont, que j'avais tenter d'appeler des dizaines de fois et j'avais jamais pu la voir. Et elle me dit oui, monsieur, vous touchez à un problème qui est le tabou des tabous, c'est la pédocriminalité féminine. Oui. Je crois que d'abord, je voudrais le dire, on sous-estime le nombre d'hommes qui ont été abusés, et très souvent, quand on parle d'hommes abusés, on imagine toujours que c'est par d'autres hommes, alors que si je vous écoute bien, non, c'est par des femmes. J'ai bien compris. Et merci de préciser. Martine m'a dit, je suis en train de préparer un livre sur ce sujet qui est le tabou des tabous, mais ça va être très difficile. Et elle m'a dit, je lui ai donné mes coordonnées, elle m'a dit, je vais vous recevoir, et j'attends toujours. Voilà. Alors, nous, on vous donne la parole, Henri. Merci beaucoup, Brigitte, merci beaucoup, Bruno. Moi, ça m'est arrivé pendant 10 ans, heureusement une fois par an, parce que j'avais des problèmes ORL, et je faisais des cures à l'époque à la Bourboule, en Auvergne, et pour avoir un remboursement de la sécurité sociale, à l'époque c'était remboursé, et il fallait une visite médicale qui se passait rue de Dunkerque dans le 9e arrondissement. Actuellement, c'est plus le siège de la CPAM, c'est un immeuble. J'y suis passé devant il n'y a pas très longtemps, ça a été transformé en immeuble d'habitation. Et donc, ma mère me conduisait. On lui disait, madame, vous allez dans telle pièce, vous attendez votre fils. Moi, j'allais dans une autre pièce. Il n'y avait jamais d'hommes, que des femmes. Et on me disait, vous vous mettez en slip. Après, je pénétrais dans une cabine métallique avec le sol qui pouvait monter et descendre. Et je recevais une radioscopie pendant
pas mal de temps, donc j'ai pris des rayons X. Et il y avait une voix féminine à la fin qui me disait un quart de tour sur la gauche. Et dans cette cabine, il y avait un cercle d'environ 30 cm de diamètre. Et je sentais des mains féminines qui me baissaient mon slip et qui s'amusaient avec mes parties génitales. Et pareil pour les visites médicales, c'était toujours soit des médecins femmes, soit des infirmières femmes, et elles s'amusaient toujours avec mes parties génitales. Et vous aviez quel âge Ça a commencé, j'étais, je sais pas, j'avais 10 ans. Ça a duré 10 ans. Jusqu'à vos 20 ans, donc. À peu près, oui. Je vous dis ça à la louche parce que c'est quand même... Bien sûr. J'en ai jamais parlé à ma mère, j'avais la honte. Et je n'en parle que depuis très peu de temps. Mais le problème ça c'est pas très grave parce que j'ai résolu... heureusement, je vous indique que ça peut servir à d'autres. J'ai une éducation sexuelle extrêmement libérale. J'étais dans une famille catholique pratiquante et aucun sujet n'était tabou. Et j'ai surtout eu 5 ans d'enseignement d'histoire de l'art, à raison de 1 heure de théorie par semaine, donc classique, et 4 heures tous les samedis dans les musées. Au moment de la puberté d'un garçon, ça fait énormément de bien, je peux vous dire. Et ça a été confirmé par la sexologue Thérèse Argot, qui a dit vous vous plaignez que les garçons ou les hommes en général soient violents avec les femmes, emmenez-les dans les musées au moment de leur puberté, montrez-leur des femmes nues à tire-larigot et vous verrez, ils auront une sexualité très équilibrée. C'est ce qui s'est passé. Et donc pour ma femme, je l'ai réalisé a posteriori parce que c'était en février 2020. J'ai constaté que c'était sur l'un de nos petits-enfants, une petite fille. Et parce que quand j'ai... Vous voulez dire que vous avez constaté que votre femme, donc, abusait de sa petite fille? À l'occasion du changement des couches. Parce que quand j'ai rencontré Martine Nice au studio 104 de la Maison de la Radio, elle me dit « Mais pourquoi vous n'avez pas dit à vos enfants et à vos petits-enfants d'aller se plaindre à la police ?» Mais je dis « Madame, moins de 2 ans, moins de 3 ans. » Ah, elle me dit « Ah oui, effectivement, oui. Pour les femmes, ça se passe à cet âge-là. » Elle le savait, elle. Et donc, ma petite fille, elle avait moins de 2 ans. Et mes enfants, c'est en voyant ma petite fille en février 2020 que je me suis rendu compte que ma femme avait attouché sexuellement 2 de nos enfants, au moins, en 1987 et 89. Vous voulez dire que votre femme, avec vos enfants, quand ils étaient tout petits, faisait des toilettes un peu trop précises, on va dire? Ah bah oui, elle s'amusait. Oui, j'ai bien compris. Oui. Elle s'amusait avec les organes génitaux de vos enfants. Ce sont vos enfants qui vous l'ont dit? Non, j'ai été témoin. Mais c'est en février 2020, en voyant... en la voyant agir sur votre petite fille, c'est là que vous avez réalisé qu'elle le faisait déjà. Je suis remonté en arrière et je me suis dit, mais elle a fait ça aussi avec nos enfants en 1987 et 1989. Mais à l'époque, je ne l'avais pas réalisé. Bien sûr. Oui, mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que les choses, plus on va en parler, plus on va réaliser, si je puis dire, que ce qui se passe n'est pas normal. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Heureusement, ce qui m'a aidé aussi, c'est que parce que j'ai oublié de vous dire que ma femme a été pervers narcissique. Et depuis, j'ai rencontré des femmes qui ont eu des maris pervers narcissiques, et au moins l'une d'entre elles m'a dit, mon mari a violé toutes mes filles. Et il paraît que c'est très classique. Et ça m'étonnerait pas parce que j'ai eu au téléphone pendant plus d'1 heure Anne Ancelin-Sulzenberger, qui était professeure de psychologie à l'université de Nice.
À l'époque, elle était retraitée, elle était revenue à Paris. Elle m'a bombardé de questions sur la sexualité de ma femme. Et à la fin, elle m'a dit, monsieur, écoutez, je suis au regret de vous dire que très probablement, votre femme a été abusée sexuellement ou a touché sexuellement au minimum dans son enfance. À l'époque, j'ai pensé que c'était mon beau-père, mais en fait, c'était pas mon beau-père, c'était ma belle-mère. Donc femme, toujours pareil, on voit bien la répétition dans ce que nous raconte Henri. Alors je voulais juste ajouter que, attention, tous les pervers narcissiques, d'abord, est-ce qu'elle était réellement perverse narcissique? En tout cas, certainement pas très nette. Ne sont pas des abuseurs. Faisons toujours attention aux généralités. Bien sûr. Merci Henri, en tout cas, de ce témoignage. Oui, bien sûr. Ça existe aussi, l'abus féminin, évidemment. Oui. Évidemment, mais on sait, si on voit les chiffres, on sait quand même, rien qu'à partir des condamnations et puis des affaires judiciaires, qu'il y a quand même une majorité d'hommes qui sont abuseurs. Mais il existe des femmes abuseuses. Exactement. On va faire merci beaucoup Henri, en tout cas. On fait une petite pause et on continue avec vos témoignages, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer les abus sexuels sur enfants avec Bruno Clavier qui est avec nous, psychanalyste et auteur de ce livre « L'inceste ne fait pas de bruit ». Je rappelle que dans ce livre, vous donnez aussi des pistes pour s'en guérir. C'est aux éditions Payot. On le trouve toujours, ce livre, de toute façon. Bien sûr, oui. Il va même sortir en poche. C'est une bonne nouvelle qu'il sorte en poche. Bonjour Sabrina. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous. Tout d'abord, je voulais déjà vous remercier tous les deux parce que j'ai participé une fois à votre émission pour parler justement du fait que l'on pouvait, guérir des blessures justement de l'inceste, quels étaient les effets des traumatismes en étant adulte, et si on pouvait en guérir en fait ou vivre avec, tout du moins. Et donc du coup vous avez écouté mon témoignage qui était quand même assez glauque et vous m'avez envoyé un livre de Véronique Agrapar. Oui. Je n'ai jamais dit à personne. Et je vous en remercie beaucoup, parce que ça m'a vraiment donné des pistes pour essayer d'aller mieux, quoi. Voilà. Et ça fonctionne. Mais oui, bien sûr que ça fonctionne. Et je pense que le fait de témoigner aussi, d'être écouté par nous, mais aussi par tous ceux qui écoutent, c'est une sorte de catharsis. Oui, de catharsis, c'est pas simplement ça, c'est aussi de la justice. La justice est toujours collective. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les procès sont collectifs. Donc, de pouvoir témoigner devant un grand nombre, c'est une forme de guérison aussi, parce qu'on est reconnu dans quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Vous voyez, nous, on vous entend ici dans le studio, et puis des milliers de personnes vous entendent. Donc, vous pouvez, c'est guérisseur aussi, ça. Oui, c'est vrai. Ça m'a permis d'entamer ce chemin de guérison, mais vraiment plus juste ne pas raconter, mais essayer d'en guérir, quoi. Et ça m'a fait vraiment du bien, et je continue, quoi. Je continue, et j'ai envie de vivre, j'ai envie d'exister. Voilà. Et puis dites-vous bien, Sabrina, que de plus en plus, c'est des choses qu'on pourra dire, qu'on pourra évoquer plus facilement de temps en temps, avec évidemment pas n'importe comment, n'importe où. Et ça, c'est important aussi, parce que pendant combien d'années les femmes se taisaient et n'osaient pas le dire à leurs compagnons, par exemple. Je pense que les hommes qui écoutent cette émission seront plus aptes à l'entendre de la part de leur partenaire, s'ils rencontrent une partenaire qui a subi ce genre de choses. Donc tout ça est important. La parole libère. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Et merci de témoigner. Vous avez 44 ans aujourd'hui, hein, c'est ça ?
J'ai 44 ans. Étant plus jeune, alors mon histoire étant plus jeune, voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Je sais que ça s'est terminé aux alentours de 12 ans. J'ai été abusée sexuellement par mes 3 oncles. Et puis c'est vrai que voilà, ça s'est fait dans un contexte familial assez particulier parce que bon, ma mère était une mère célibataire. Moi, mon arrivée. Donc c'est des frères de votre mère. Oui. Oui, qu'elle a donc ça a commencé parce que mes grands-parents m'ont aussi un peu élevée. Donc ça a commencé chez mes grands-parents parce qu'ils vivaient chez mes grands-parents. Et ensuite, ils sont venus vivre chez ma mère. Et ça a continué là. À ce moment-là, ça a continué. Et c'est pour vous dire que justement, comment combattre ça, ça peut être compliqué parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi, je n'étais pas une enfant désirée. Si vous voulez, ma mère m'a gardée parce que déjà à l'époque, l'avortement, c'était bien compliqué. Et que il y avait aussi le contexte religieux qui l'empêchait de se dire qu'elle allait mettre fin à une vie. Et comment dire, c'était voilà, moi j'avais pas la sensation d'être légitime dans cette vie, d'avoir d'être désirée. Donc du coup, ce qui est aussi un traumatisme, hein, parce qu'on sent que votre mère, vous étiez le fardeau, quoi. Si je puis dire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quand même très traumatique déjà. C'est-à-dire que ça enlève la sécurité que tout enfant devrait avoir. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Et ensuite, être abusé par trois oncles, vous partez de loin, oui. Si je peux, vous me dites si je parle à tort de ça, mais j'ai l'impression que ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez besoin, parce que vous dites mère célibataire, c'est que votre père n'était pas là. Oui, mon père n'était pas là, je ne l'ai jamais connu. Vous ne l'avez jamais connu, c'est ça. Voilà, ouais, ma mère me montrait des lettres de lui quand j'étais déjà toute petite. En fait, j'avais comme une espèce de formatage déjà que je n'étais pas désirée, que j'étais une faute, qu'elle a combattu vent et marée pour me garder. Et elle me montrait des lettres de lui où il lui demandait d'avorter. Voilà, c'est ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous, par rapport à vos oncles, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une telle manque de papa que vous vouliez de l'amour, quoi. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, il y a un disciple de Freud qui s'appelait Ferenczi qui a écrit La confusion des langues. Il disait l'adulte propose du sexe et l'enfant veut de l'amour. Vous voyez. Sûrement. Alors, parce que ce que je veux dire, ça rajoute à cette complexité, c'est que je pense que les oncles, c'était des papas de substitution violeurs, quoi. Je le ressens pas comme ça. Pas comme ça, d'accord. Non, comment dire, pour moi, je devais pas faire de vagues. D'accord. C'était normal que j'étais abusée. Effectivement, par contre, c'était normal d'autant plus que je n'avais pas de papa. Oui, c'est ce que je voulais dire quand même. Voilà. Parce que tout autour de moi. Mais vous voulez dire que vous n'aviez pas d'affection pour ces oncles, hein, c'est ça que vous voulez dire? Non, si j'avais de l'affection pour ces oncles, j'en ai eu jusqu'à très tard, quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que voilà, ouais, c'est ce que voulait vous dire Bruno. C'est encore plus compliqué quand on est abusé par des personnes que quand même on aime, si je puis dire, vous voyez, parce que là ça fait un paradoxe phénoménal. C'est-à-dire que vous cherchez auprès d'eux un peu de sécurité paternelle et d'amour, et en échange vous avez du sexe. Oui, c'est pas. Oui, c'est pour ça qu'il avait parlé de la confusion, qu'il y avait une confusion, c'est-à-dire que l'enfant veut quelque chose et l'adulte veut autre chose. Et ça, si vous l'avez pas encore totalement intégré, c'est peut-être bien qu'on vous le dise là aujourd'hui, parce que vous voyez, quelque part, vous avez été, enfin, c'est une trahison énorme pour une enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc cette blessure de trahison, elle doit être très profonde chez vous. Elle est énorme. Elle est énorme. Forcément.
je l'ai vu, enfin, comment dire, j'ai toujours cru que c'était normal, mais vraiment jusqu'à ce que j'ai ma fille, quoi. Jusqu'à ce que j'ai ma fille. Et c'est là, quand je l'ai vu bébé, je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal ce qui m'est arrivé. Et vraiment, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, je voyais une deuxième moi qui me criait, mais hurlait depuis des années que c'était pas normal, que c'était pas normal. Ce que vous dites, Sabrina, on va revenir dessus parce que c'est important et on sait à quel point c'est souvent quand la femme devient elle-même mère qu'elle réalise à quel point elle a été abîmée, blessée. Et donc restez avec nous, on vous retrouve dans un instant, Sabrina. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous retrouvons Sabrina qui nous raconte donc les abus sexuels de ses 3 oncles et de cette mère, mère célibataire qui ne défend pas sa fille. Ce que je trouve important aussi, Bruno Clavier a rappelé, c'est qu'on voit souvent quand même chez les enfants qui sont abusés, qui sont incestués, je crois que le terme on peut l'utiliser. C'est quand même souvent des mères un petit peu déficiente. Je dis pas que c'est tout le temps, parce que mais on a quand même aussi souvent une mère qui n'a pas suffisamment aimé et sécurisé son enfant. C'est ça, ou qui sont soit qui veulent pas voir, soit qui sont dans le déni et malheureusement très souvent qui elles-mêmes ont subi des choses. Donc moi je dis à ce moment-là, elles servent le même repas qu'elles ont eu à leur fille des fois, presque naturellement, quoi. Ou il y a celles qui veulent les défendre. Heureusement, il y en a aussi. Bien sûr. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui ça se perpétue. Voilà, c'est comme ça. Ça me fait penser à ça, quoi. Ouais. Et je pense que effectivement, ma mère a dû vivre une histoire un peu similaire, quoi, parce que je sais pas. Je sens bien qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Et justement, c'est important puisque vous avez parlé de votre fille, et que c'est à ce moment-là que vous réalisez que tout ce qui vous est arrivé n'est pas normal, et on est bien d'accord avec vous. C'est important, en revanche, que vous puissiez en parler à votre fille pour casser, si je puis dire, Je ne suis pas rentrée dans les détails. Non, c'est pas. On est bien d'accord. Oui, mais c'est vrai que j'en ai parlé et je lui ai aussi signifié, précisé que cela pouvait se faire aussi dans le cadre de la famille et qu'il fallait faire bien attention, parce que on peut. C'est pas qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, mais il faut faire très attention quand il y a des choses qui nous alertent. Il faut en parler, quoi. Elle a quel âge, votre fille, actuellement ? Elle a 11 ans. Oui, elle a l'âge, vous dites, où ça s'est terminé, oui, c'est ça. Vous savez pas quand ça a commencé, vous vous rappelez pas avec vos oncles ? Franchement, j'en ai aucune idée. À mon avis, très très jeune. On peut le craindre. Je pense, oui, parce que, en fait, c'est vrai que en discutant tout à l'heure, je me suis rappelé que je l'avais dit en fait à une personne de la famille, parce qu'un jour, une de mes cousines nous a surpris avec un de mes oncles, et elle allait voir sa mère et lui dire maman, il y a Sabrina et voilà, et tonton qui font l'amour. Et du coup, ma tante m'a fait venir. Et elle m'a dit, est-ce que c'est vrai ? Et sur le coup, c'est vrai que je disais non. Et parce que je voulais pas ramener encore un autre problème, quoi. Et puis après, j'ai fini par dire oui. Et vraiment, je ressens encore cette sensation de me dire, ben voilà, dis oui et puis ça s'arrêtera. Et je dis oui. Et là, ma tante, elle m'a, vraiment pourri, quoi. Mais tu n'as pas à faire ça, mais qu'est-ce qui te prend, mais ça ne va pas, tu ne dois pas faire des choses comme ça. Et puis en plus, elle disait ça devant toutes ses filles, enfin il y avait ces 3 filles qui étaient là, les regards bien accusateurs, donc encore ce poids de dire... C'est terrible. Surtout que c'était bien la sœur de cet homme-là en plus. Oui. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si elle allait lui dire quoi que ce soit, puisque je ne pense pas, puisque ça a recommencé
par la suite. C'est affreux, Mais c'est vrai que voilà, et du coup ça a juste légitimé le fait que je ne devais effectivement rien dire à personne, faire de vagues, comme vous l'avez dit. Voilà, je ne dois pas faire de vagues, que je dois le garder. C'est moi l'erreur, c'est moi la faute. Donc voilà, il faut rien dire si je veux continuer à vivre plus ou moins normalement, quoi. Voilà. Donc c'est ça aussi. Il y a de nombreux signes. Effectivement, il y a des enfants qui vont être agités, il y a des enfants qui vont avoir des comportements anormaux, mais il y a aussi des enfants qui vont être très calmes et qui vont avoir cette image parfaite d'enfants parfaits qui ne disent pas un mot, qui ne font rien, qui voilà, parce qu'il faut pas faire de vagues pour pas susciter la colère, pour pas encore s'entendre dire de toute façon t'avais pas qu'à être là, moi je voulais pas d'une fille, je voulais d'un garçon, de s'entendre dire aussi je vais te tuer quoi, si tu dis quelque chose je vais te tuer parce que j'ai une maison qui m'a menacé, qui m'a menacé un jour de me tuer avec le couteau parce qu'une nuit je dormais et puis il est venu, il a commencé à me toucher et voilà. Et puis moi, je me réveille et je me dis mais c'est pas possible même quand je dors quoi. Et je me réveille en colère et puis je lui dis je vais dire à maman et il me dit t'as pas intérêt sinon je vais te tuer, tu vois ce couteau je vais te tuer. Donc du coup d'un moment je me dis dans ma tête d'enfant mais je m'en fous en fait, je m'en fous et j'y vais. Je vais vers la chambre de ma mère et je m'arrête devant la porte et je me dis tu vas encore créer des problèmes. Et j'y retourne, je retourne, je lui dis je l'ai pas dit mais tu arrêtes, ça suffit, tu arrêtes. Justement Sabrina, qu'est-ce qui vous a permis que ça s'arrête quand vous avez 12 ans? Parce que j'ai eu mes règles. Oui. Et que j'étais toujours dans ce mais tu sais maintenant je peux avoir un bébé. Je peux avoir un bébé et j'essayais de lui faire peur comme ça en lui disant oh là là j'ai le ventre qui est gros, voilà. Et il me disait non c'est pas, parce qu'il y en a vraiment un qui a continué, il y en a certains qui ont arrêté, mais il y en a un qui a continué en particulier justement jusqu'à l'âge de mes 12 ans et puis je lui faisais peur comme ça et puis un jour il s'est trouvé une copine aussi et puis à partir de ce moment-là ça s'est arrêté quoi. Voilà. Mais donc vous aviez quand même une certaine maturité pour être consciente que vous pouviez tomber enceinte. Non mais oui, enfin je trouve parce que oui. Donc il y avait quand même chez vous, et c'est peut-être ce qui vous a sauvé aussi, parce qu'avec ce que vous avez traversé, c'est quand même assez difficile. C'est peut-être ce qui vous a sauvé, cette sorte quand même de bon sens, de lucidité. Je pense, oui, que ça m'a sauvée. Je pense aussi que mon cerveau a fait son devoir parce que voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de trifouiller non plus pour me rappeler des choses qui me... Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que, parce que c'est quelque chose que je veux relever, parce que dans les familles c'est comme ça, c'est que vous aviez pas peur pour vous, puisque quand il a dit qu'il allait vous tuer, vous étiez prête à parler. Mais vous avez eu peur pour votre maman, presque, pour la protéger, pour protéger la famille. C'est pour ça que vous n'y avez pas été. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant. C'est que dans les familles d'inceste, comme ça, c'est beaucoup pour protéger la famille que les enfants ne parlent pas. Pas pour protéger eux. Encore aujourd'hui, parce que personne de la famille ne le sait. Ah, personne ne le sait aujourd'hui. Non. Ils sont vivants encore, vos oncles. Il y en a un qui est décédé, il y en a deux autres qui sont vivants. C'est vrai que quand j'ai eu ma fille, j'étais tellement mal que je les ai appelés pour leur dire à quel point ils m'ont fait souffrir. Ah, quand même. Sauf le dernier qui est décédé. Je l'ai pas eu au téléphone parce que je n'avais pas son numéro. Et je les ai appelés. Il y en a un qui a complètement nié, en disant non, tu n'importe quoi, t'es folle, même au point de me passer son épouse. Et je lui ai dit clairement, ton mari c'est un pédophile, mais je pense que cette femme elle était tellement perchée qu'elle ne comprenait rien du tout. Elle disait, je comprends pas ce qu'elle dit. Et puis un autre qui m'a dit écoute, si je t'ai fait du mal, j'en suis vraiment désolée.
Et puis voilà, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je lui dis, je te dis une chose, parce que tu as des enfants, fais attention à tel oncle, parce que voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il m'a fait, donc fais attention à tes enfants. Et il m'a dit, oui, je sais. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a forcément quelque chose dans cette famille qui produit. Je vous confirme que c'est une famille qui ne fonctionne pas bien, Sabrina. Ça, on peut et le malheureusement dire. sur plusieurs générations. C'est souvent sur plusieurs générations. Le verre est dans le fruit depuis très longtemps, Sabrina. Écoutez, Sabrina, vous continuerez à avancer tranquillement à votre vitesse. J'entends bien que vous avez un peu peur de découvrir encore des choses qui vont vous faire souffrir, etc. De toute façon, faites-vous aider, avancez tranquillement. C'est un long travail. Et toujours doucement, ouais. Et faites comme vous le sentez. Faites-vous confiance. Vous avez quand même une bonne capacité à ressentir les choses. Donc faites-vous confiance. D'accord. En tout cas, merci à vous de parler de ces sujets, parce que voilà, c'est peut-être juste quand on est enfant, on dit bon, c'est pas grave, on est enfant, mais adulte, ça vous détruit quand même. Mais ça vous détruit quand on s'en rend compte, ça détruit. Sabrina, on ne pourra parler bien de sexualité que quand on arrêtera d'abuser les enfants. Tant qu'on en est là, on aura de toute façon toujours des difficultés à parler de la sexualité libre pour tous. De toute façon, donc c'est normal, c'est aussi ma mission. Merci beaucoup, Sabrina, merci à vous. Merci, bonne continuation. On fait une petite pause, Bruno Clavier, puis on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien, auteur de plusieurs livres sur l'inceste. Celui qui va bientôt sortir en poche, L'inceste ne fait pas de bruit, c'est aux éditions Payot. Et on va conclure avec le témoignage de Delphine. Et oui, il est déjà temps de conclure. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous, Delphine. On vous écoute. Merci à vous de me recevoir et de me permettre de témoigner dans cette émission. Donc moi j'interviens, je dirais presque à double titre. D'abord parce que, alors je voudrais juste saluer le témoignage de Sabrina juste avant moi et lui envoyer tout plein de courage parce que j'ai trouvé son témoignage très touchant et elle est en chemin en fait. Donc surtout qu'elle garde l'énergie vitale là, qu'elle a commencé à toucher à l'intérieur d'elle pour aller de l'avant, parce que c'est possible en fait, voilà. Et c'est ça que j'ai envie de lui dire, parce que comme elle, notre histoire est presque similaire. J'ai été aussi abusée par un de mes oncles qui était le mari de la sœur de mon père, donc un oncle par alliance. Ça a commencé, j'avais 12 ans, ça s'est arrêté, j'avais 16 ans. Ça a été assez violent parce que récurrent, et puis j'ai vécu comme elle tous les traumatismes du jugement, de la famille, des menaces. Moi j'ai eu la chance d'avoir alors maman n'avait rien vu, si on veut se parler de signes, parce qu'il y a aussi cette voix de maman et c'est tout le côté préventif en fait qui m'intéressait dans l'émission d'aujourd'hui, parce que je suis convaincue qu'il n'y a qu'en parlant qu'on va pouvoir arriver à mieux permettre aux personnes autour de nous à prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Je suis totalement... Alors d'abord, merci pour Sabrina. Et je suis totalement d'accord avec vous, Delphine. Il ne faut pas croire qu'il suffit de faire passer des lois. Non, on lève les tabous par la parole. Et le premier j'en suis convaincue, et merci de le dire, Brigitte, parce que je crois que la première personne pour laquelle on lève le tabou, c'est soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ose parler, on se fait de la place. Et à partir du moment où la parole est entendue dans le sens où elle est reçue et que quelqu'un prend en compte ce que vous dites, peu importe qu'il y ait une action juridique ou pas derrière, ça dépend du chemin de chacun et de l'âge et du moment. Mais à partir du moment où on a quelqu'un en face de soi qui vous dit « j'entends ce que tu me dis » et je reconnais... On sort de son mur de silence. Ouais.
Ouais, vraiment, on revient là. Il y a un appel d'air qui se déclenche. Il y a quelque chose, c'est de l'ordre de j'ai ouvert le parachute. Et puis, après, et c'est pas on ouvre le parachute pour se sauver, hein, pas pour faire une descente en flamme, mais vraiment pour se sauver. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la redescente et je vais poser mes pieds correctement sur le sol pour me réancrer dans la vie. Il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là, je trouve. La parole, c'est vraiment une libération. Donc, en tout cas, moi, je l'ai vécu et accueilli comme ça. Je continue à l'accueillir comme ça. Et mon expérience à moi, aujourd'hui, ça me permet d'avoir un œil attentif autour de moi. Alors, j'essaie de pas trop le faire remarquer parce que j'ai pas envie de porter cette casquette. Parce que, en fait, quand on commence à parler dans la famille, d'abord... moi, j'ai eu le jugement de ma famille qui m'a regardée comme elle veut se faire plaindre, c'est une pauvre victime. Voilà. Moi, j'ai une grand-mère qui m'a regardée en me disant que j'étais une putain, j'ai été mise dehors. Mon grand-père m'a dit que j'avais jeté l'opprobre sur la famille. Enfin, c'est double peine, des fois c'est même triple peine parce que vous avez, comme vous le disiez tout à l'heure, Bruno, la personne qui vous fait du mal, qui vous menace de mort. Donc vous êtes déjà mort, entre guillemets, une fois, on vous tue une deuxième fois parce qu'on vous menace de mort. En plus, on menace de faire... Moi, j'ai été abusée devant mon plus jeune frère, donc on a menacé de faire du mal à mon frère. Bah voyons, ouais. Donc chantage, alors chantage atroce en fait, parce que comme vous le disiez tout à l'heure Bruno pour Sabrina, en fait on veut préserver sa famille. Moi ça a vraiment trouvé de l'écho en moi quand Bruno a dit ça. Parce que d'abord, vous faites pas de bruit, vous dites pas parce que vous voulez pas qu'on vous tue. Après, vous voulez pas qu'on tue votre famille. Puis ensuite, quand vous parlez, en fait, on vous met dehors. Donc, vous êtes définitivement catalogué. Enfin, moi, j'osais même plus me balader dans le village de mes grands-parents. Hein. Ouais, c'est fou. On peut plus sortir. Enfin, moi, je me suis retrouvée. C'est mon médecin traitant parce que, en fait, le signe déclencheur, ça a été la baisse de notes. Moi, j'étais en seconde. J'avais toujours été une bonne élève. Mes notes ont chuté drastiquement. Je suis passée d'une moyenne qui tournait entre 14 et 16 à 9. Et le signe déclencheur pour maman, ça a été ça. Elle s'est dit, l'école se casse la figure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu, en fait, convocation de mon professeur principal pour dire, voilà, Delphine, ça va pas. On l'a connue à d'autres moments avec un autre parcours, il y a quelque chose qui cloche. Et là, maman m'a pris par la main et m'a emmené chez le médecin. Et cet homme-là, aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'il soit à l'arrière de son poste de radio, parce que c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. C'est remarquable. Oui, il a fait un signalement au procureur de la République. Alors ça a été très très perturbant pour moi parce que à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être complètement dessaisie de mon histoire, de plus comprendre. Enfin, j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire et pas la mienne. J'ai été emmenée vers des choses, des tonnes de médecins, des tonnes. Non, je comprends. Enfin, trop. On a toujours l'impression que c'est trop quand on le vit, parce que le parcours médico-juridique, en plus, ce qui est important parfois, c'est justement le manque d'accueil de cette parole. C'est-à-dire que ce soit dans la famille ou à l'extérieur, on vérifie. C'est-à-dire, vous trouvez le courage de dire je suis victime, et puis alors on vérifie vos paroles. Oui. Et on vérifie avec le corps, des fois même. Ah ouais, c'est horrible. Mais en même temps, je sais que... Mais il faut bien vérifier. Voilà, parce que sinon, on pourrait aller dans un abus contraire, malheureusement. Mais je comprends bien que ce soit là aussi abusif. Invasif, plus exactement. Oui. C'est ça. Et pour le coup, là où j'ai eu de la chance une deuxième fois, c'est que moi, dans cette procédure juridico-administrative, j'ai été accompagnée par des dames d'une association qui s'appelle Enfance et Partage, et qui ont été extrêmement bienveillantes et qui m'ont préparée à tout ça. Quand le premier examen médical avec le gynécologue, c'était un monsieur qui faisait 1m80, c'était horrible, j'avais 16 ans, j'ai pas pu être examinée. Elles m'ont récupérée en dehors de la salle en me disant mais c'est pas grave, on va trouver une solution, t'inquiète pas, ça va pas durer. Donc j'ai été écoutée et accompagnée. Et ça m'a permis de continuer jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui, et puis j'entends aussi que votre mère a pris en compte, vous a pris en compte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été dans le déni, elle vous a pas rejeté, visiblement. Non, ça a été difficile pour mes parents. Et la personne qui a fait preuve de courage aussi, ça a été mon papa, parce qu'il a fallu qu'il aille voir ses parents pour dire les choses. Oui, mais au moins ils vous ont accueilli dans votre vérité. J'ai été accueillie. Ouais, j'ai été accueillie en vérité, et ça c'est super important parce que ni mon père ni ma mère, si toute la famille autour s'est liguée pour faire front, ni mon père ni ma mère n'ont douté de moi à aucun moment, et papa ça lui a coûté très cher parce que ça a été 10 ans
10 ans de privation, enfin 10 ans, nous on n'avait plus de grands-parents, papa n'a plus vu ses parents, enfin ça a été, voilà. Il a été condamné, vraiment... votre oncle ? Oui, oui. 42 mois de prison, dont 10 avec sursis, parce qu'il s'était bien comporté dans la période, d'examen. Et puis il est sorti en avant parce que il a eu un bon comportement, il s'est fait soigner. Bon, aujourd'hui ce monsieur est toujours vivant, là où mon papa est mort. Bon, mais ça c'est la vie. Mais en tout cas, le bénéfice de ça, c'est qu'aujourd'hui ça me rend attentive et puis ça me donne aussi, j'ai envie de dire un peu, c'est dans l'actualité, je vais pas faire original, mais voilà, cette idée de prendre un relais de voix officielle pour être attentive autour de moi et puis d'oser dire quand je vois des choses qui me perturbent. Alors, j'observe beaucoup maintenant et par rapport au signe, je dirais que tout changement de comportement dans le comportement d'un enfant peut porter question. Tout à fait. Mais de toute façon, on sait que quand tout d'un coup un enfant, et on parlera demain avec Jean-Louis Guilleneuf de la délinquance, des jeunes et de la délinquance, quel est le rôle des réseaux sociaux, comment lutter aussi sur un plan sociétal, puisque c'est un commandant de police honoraire, donc il connaît très bien le sujet. Je crois que c'est vraiment important de le rappeler. Tout enfant qui à un moment donné change de comportement subit quelque chose qui n'est pas normal, que ce soit du harcèlement, de l'abus, de la violence. Quelque chose, oui. Et ça, je crois qu'on commence quand même à le dire haut et fort, et que tout parent qui ne le voit pas, ou quelque part, c'est un mauvais parent. Enfin, je veux dire, ça me semble évident. Ouais, je suis vraiment d'accord avec vous. Aucun jugement sur le comportement des uns et des autres de ma part, mais vraiment c'est important quand on est parent et je trouve même parfois courageux, mais c'est un autre débat, mais je trouve même parfois courageux pour certaines personnes, certains jeunes. Moi j'entends des jeunes aujourd'hui qui disent je ne me sens pas parce que je n'ai pas aujourd'hui la responsabilité, et je préfère presque, parce qu'on oublie aujourd'hui que être parent c'est être responsable, et être responsable ça veut dire garder ses deux yeux bien ouverts, quoi. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je vous remercie pour vos témoignages à propos du médecin traitant, parce que moi, je milite pas beaucoup, mais si je pouvais militer pour quelque chose, c'est une formation. Ceux qui sont en première ligne sont les médecins traitants. C'est même pas les psys. C'est même pas les psys. C'est-à-dire qu'en général, le parcours, c'est le médecin traitant qui envoie au psychiatre et qui envoie au psy. Et à l'école, peut-être aussi, quand on a un élève qui tout d'un coup me semble aussi quand même. Mais les médecins traitants sont vraiment en première ligne, et c'est anormal qu'il n'ait pas une formation spécifique, tous là-dessus, c'est-à-dire sur les violences sexuelles, quoi. Parce qu'en plus aujourd'hui, tous les spécialistes comme vous, Bruno, le disent, il y a des signes cliniques aujourd'hui qui, quand on s'intéresse à ce phénomène-là, et a fortiori, moi je m'y intéresse, j'écoute vos émissions qui sont extrêmement bien documentées et toujours très étayées, merci pour ça, et objectives, je trouve, constructives en fait. Et moi j'ai appris plein de choses, et je trouve que même les infirmières scolaires pour les établissements où il en reste, elles pourraient avoir un peu de sensibilisation, parce que on ne sait jamais au travers de quel regard la parole d'un enfant peut être reçue, ou de quelle oreille plutôt, pardon, pas de quel regard. Et il suffit d'un peu d'attention, parfois, pour que le pas soit franchi. Je donne par exemple un exemple que Bruno Clavier m'avait fourni. Un enfant qui refait pipi au lit à partir de par exemple 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est aussi un indice. Enfin, il y a des indices, et c'est vrai que ça, c'est quand même là-dessus où on pourrait encore plus communiquer. L'alimentation, absolument. L'alimentation, moi j'ai été anorexique sévère, moi j'ai été boulimique. Alors j'étais une enfant très ronde, et c'est pour ça que ma prise de poids a pas interrogé mes parents. Mais par contre, après le procès, il y a eu une espèce de... On aurait dit que le corps et l'esprit s'étaient dissociés, et j'avais eu besoin de passer par cette phase d'épuration, et l'anorexie, ça a été absolument ravageur. On sait aujourd'hui, moi je l'ai entendu dans votre bouche, Bruno, que l'anorexie, c'est quelque chose qui est un signe clair maintenant reconnu. C'est ce que j'appelle un des marqueurs principaux des violences sexuelles, c'est l'anorexie. Et quel que soit le sexe de la personne.
Absolument. Écoutez Delphine, je suis ravie d'avoir terminé cette émission avec votre témoignage qui est aussi un témoignage très positif. On avait commencé par un témoignage positif, on termine par un témoignage positif. Ça prouve bien que c'est important d'aborder ce sujet que nous aborderons comme toujours régulièrement. Merci beaucoup merci, Delphine. Merci à vous Bruno Clavier. Oui, on continue, on avance. Hein. C'est quand même, terminons par ce message positif. Et plein d'énergie. Et plein d'énergie et d'élan vital, voilà, de retomber les pieds sur terre pour continuer à avancer. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan. Je vous embrasse et je vous dis à demain avec Jean-Louis Guilleneuf qui nous donnera également beaucoup d'informations pour que notre société s'améliore. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.